les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour le deuxième épisode de Rise and Fall. Donc, ça fait longtemps que j'ai fait, enfin, c'était il y a longtemps que j'ai fait le premier épisode, du coup, peut-être que vous vous rappelez pas le concept, ce que je comprendrais totalement. Donc, Rise and Fall, qu'est-ce que c'est en gros? Dans chaque épisode, on va prendre l'exemple d'un seul pays sur cette planète Terre et qui est parti de rien, en gros, et qui a connu une très grande avancée, que ce soit économique, technologique en termes de terre, de territoire, tout ça, ça peut être tout regroupé en un seul épisode, évidemment. Donc une grande avancée comme ça, et d'un seul coup, il y a eu un événement, principalement un seul, qui a provoqué une énorme chute de la part de ce pays, toujours jusqu'à ce jour. Du coup, soit la chute est en train de continuer, soit ils ont stagné, mais ils sont toujours au point où ils étaient après, en gros, au début. Donc, voilà. Le premier épisode, c'était sur le Royaume-Uni. Il avait duré presque 1 heure. Et j'ai pas envie que cet épisode dure 1 heure. Vraiment, j'ai envie qu'il dure 40 minutes maximum. Parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Parce que, voilà. Du coup, je vous préviens déjà, d'ores et déjà, il n'y aura pas d'épisode de la semaine prochaine parce que je pars en voyage dans un pays que je n'ai pas, dont je n'ai pas encore fait le pays sur 10. Du coup, ce sera évidemment le 29e épisode de pays sur 10. Ce sera sur ce pays. Je vous en dis pas plus. Je modifierai évidemment ma photo profil, tout ce qui va avec. Une fois que je serai retourné de voyage, je vous posterai évidemment des photos tous les jours, tous les 12 jours que je serai là-bas. Donc voilà, ça va être une belle expérience et je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, du coup, on va partir dans un pays complètement très très différent du Royaume-Uni. On va aller, parce que le Royaume-Uni, bon, ils étaient partis d'un point déjà pas mal et ils sont en ce moment quand même pas mal. Et c'est juste qu'ils avaient connu une énorme extension de tout. En gros, c'était le meilleur pays sur Terre. Là, c'est pas le cas. On va parler d'un pays où c'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été le cas, où ils ont toujours été un petit peu dans la merde quand même. Mais ils ont quand même connu un point assez haut où ils étaient quand même très bien classés dans un peu tout. Et jusqu'à maintenant, du coup, c'est redevenu la merde. Vous l'avez probablement vu dans le titre. On va parler de l'Iran. Donc, sans plus attendre, je vous propose du coup de passer directement en on va partir dans les années 1960-1970 déjà pour commencer, donc pas aussi loin que le premier épisode de Royaume-Uni. Et du coup, on va commencer juste avant la révolution islamique de 1979, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, avant cette révolution, l'Iran a subi une période de croissance économique et de développement intense. Donc, sous Mohammad Reza Pahlavi, c'était le shah de l'époque, le gouvernement a impulsé une série de réformes, de modernisation à partir des années du coup 1960, comme je viens de le dire, connues sous le nom de Révolution blanche, et qui incluait une redistribution de terres, euh, pardon, je me perds dans mes notes, une expansion de l'infrastructure, des campagnes d'alphabétisation également, et des projets industriels, ainsi que des efforts pour diversifier l'économie au-delà du coup de l'agriculture, qui était le truc principal de l'économie iranienne à cette époque-là. Donc, grâce à des revenus pétroliers pardon, en plein essor, le PIB et le revenu par habitant de l'Iran ont considérablement augmenté pendant cette ère, en faisant l'une des économies les plus riches et à la croissance la plus rapide dans le monde. Quelques estimations suggèrent même que la veille de la révolution, l'économie de l'Iran était dans le top 20 mondial des PIB nominaux, ce qui est absolument énorme. Je vous rappelle que bon, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup moins de pays, mais on était quand même à bien 150, donc c'est quand même énorme, top 20. Surtout pour un pays comme l'Iran, on y reviendra plus tard du coup de l'Iran du présent, mais voilà. Je pense que vous savez déjà que c'est pas forcément la joie en ce moment même. Donc c'est aussi pour ça que je fais le choix sur l'Iran. Au début, je voulais faire un autre pays, mais en fait, je me suis dit avec l'actualité du moment, je pense que ce serait une plutôt bonne idée de faire un truc sur l'Iran. Donc voilà. Du coup, cette période a créé une grande classe moyenne, des villes modernes et des secteurs industriels et éducatifs puissants. Cependant, la révolution islamique de 1979 a fondamentalement changé les directions politiques ainsi que économiques de l'Iran. C'est aussi principalement le sujet de cette vidéo. Autant le Royaume-Uni, c'était tout, c'était vraiment le territoire, bon, surtout le territoire quand même, mais aussi un peu économie, population, tout ça. Là, l'Iran, on va vraiment parler beaucoup d'économie. Ça va vraiment être, ils ont eu une période comme ça et une période comme ça en termes d'économie et pas grand chose d'autre. Le territoire, ça n'a pas changé, la population pas tant que ça non plus. Donc la technologie, non, pas vraiment non plus en soi, mais on parle vraiment d'économie dans cet épisode. C'est axé sur l'économie. Donc voilà.
Et le renversement de la monarchie, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit peu changé. Enfin, je filme avec un autre ordi que celui que j'avais avant. Du coup, le cadre est pas forcément le même. Il faudrait peut-être que je me rapproche. Voilà, comme ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Je suis très proche de l'ordi. Ça me fait mal aux yeux. Donc, le renversement de la monarchie a mis fin aux stratégies pro-occidentales et de modernisation de l'État instaurées du coup par le Shah. Pas CHAT, hein, on parle du Shah SHAH, voilà, donc le Shah d'Iran, et les a remplacés avec un système théocratique. Puis après, l'Iran a été plongé dans une guerre dévastante contre l'Irak, du coup de 1981 à 1988, qui a déjà détruit l'infrastructure, drainé les revenus pétroliers et créé des coûts humains et économiques énormes. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de dommages économiques. Et comparé à la période pré-révolution, pardon, la croissance économique a chuté. Par exemple, de- la croissance du PIB moyenne annuelle était d'environ 9% des années 60 aux années 70, mais est tombée en dessous de 2% après 79. Et la guerre ainsi que le soulèvement ont effacé la plupart du progrès euh, et ont du coup laissé l'économie très déformée. Du coup, dans les décennies qui ont suivi cette révolution, l'économie de l'Iran est restée embourbée dans des défis structurels. À partir des années 90 et surtout après que les États-Unis se soient retirés de l'accord nucléaire de 2015, donc ils se sont retirés eux en 2018. C'est un accord qui a duré donc 3 ans entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran a fait face à un durcissement de sanctions du coup, ciblées principalement sur leurs exportations de pétrole, sur leurs banques et sur leur système financier. Du coup, ces sanctions ont coupé leur accès à des marchés financiers mondiaux, ont restreint leurs revenus de pétrole également et ont découragé l'investissement étranger d'aller s'installer en Iran. Mais du coup, malgré des vastes réserves de pétrole et de gaz, l'Iran s'est jamais vraiment assez diversifié, on va dire. Parce que le pétrole compte toujours pour 60% des revenus du gouvernement iranien ainsi que 80% des exportations du pays, ce qui en fait du coup une économie très vulnérable à des chocs externes. Et en conséquence, la croissance du PIB a souvent été basse, voire parfois négative. Dans les années 2010 et 2020, elle a souvent plané aux alentours de zéro. Et quand je dis aux alentours, ça veut dire au-dessus de zéro dans les 1-2%, mais aussi en dessous, dans les moins 2% par exemple. Et on peut aussi dire que l'inflation et le chômage se sont élevés à plusieurs reprises et que la pauvreté ainsi que le sous-emploi se sont étendus. Et on peut prendre un exemple plus récent aussi, plus récemment du coup le rial iranien, donc c'est leur monnaie, a chuté à des niveaux records, ce qui signifie que des biens de la vie de tous les jours sont devenus beaucoup moins abordables pour les gens ordinaires. Et l'inflation sur la nourriture, ainsi que des augmentations du coût de la vie de base classique, ont fait pression sur des ménages à travers tout le pays au final. Euh, la détresse économique a alimenté des troubles très fréquemment. Au final, il y a eu des manifestations majeures liées au choc de prix, à l'inflation et au coût de la vie, et parfois les plus grosses depuis les soulèvements de 2022. Donc c'est-à-dire que les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur et vous avez probablement vu ça. Du coup, il y a évidemment depuis décembre 2025 des énormes manifestations en Iran. On en reparlera un peu plus tard. Et, euh, et les échecs bancaires et les faiblesses financières structurelles ont suscité l'indignation publique du coup et un mécontentement amplifié. Cette tension sociale en rajoute à l'instabilité politique et appelle à une réforme, voire un changement de régime. Et du coup, oui, sur cette révolution qui prend place en Iran et dont tout le monde parle depuis maintenant 2 mois, euh, la plupart des gens comprennent pas qu'en fait c'est vraiment un problème économique. Enfin, certes, je pense que la grande majorité des Iraniens ont toujours plutôt été contre ce système théocratique depuis la révolution islamique de 79. Je pense clairement que les gens préfèrent la République islamique, la République d'Iran de avant 79, quand ils avaient toujours un lion sur le drapeau qui était extrêmement stylé. Euh, je pense que c'est évidemment lié à ça, mais c'est surtout parce que l'Iran, en fait, plus ça va et plus ça devient un catastrophe économique où, comme
dans beaucoup de pays au final qui sont en guerre civile, comme dans, je dirais même jusqu'à dire tous les pays qui sont en guerre civile, le coût de la vie est pas du tout abordable. Il y a énormément de pauvreté, de chômage, de sous-emploi, de tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est la grosse merde. En gros, il y a plus personne n'a d'argent sauf le gouvernement, sauf les ultra riches, pardon. Et évidemment, eux s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Ça, c'est un système très récurrent dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, voire même des Caraïbes, je dirais. Et, euh, et c'est triste de voir que de plus en plus de pays du coup tombent dans la révolution. Mais après, est-ce que maintenant la question c'est est-ce que ce serait pas mieux pour l'Iran du coup cette révolution qui est en train de prendre place, enfin ces manifestations, je pense qu'on peut même qualifier ça de révolution maintenant. Enfin, on est parti assez loin. Je pense qu'il y a enfin, la grande majorité du pays s'est combattu. Il y a eu beaucoup de pertes humaines malheureusement. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une guerre civile parce qu'il n'y a pas deux camps. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une guerre du style. Il y a l'Iran du Sud et l'Iran du Nord ou l'Iran Ouest, l'Iran Est. C'est juste les Iraniens qui veulent un Iran comme avant et les Iraniens qui veulent un Iran comme maintenant qui s'affrontent. Donc c'est assez particulier parce que tout le monde veut que l'Iran reste uni, tout le monde veut le mieux pour l'Iran au final, mais en fait ce que certains estiment être le mieux pour l'Iran, d'autres le voient d'une manière complètement différente. Et c'est ça qui est assez chaud par rapport à ces manifestations, c'est que c'est pas euh, des manifestations du style oui on veut notre indépendance ou des indépendances du style enfin c'est un peu des indépendances en mode on veut renverser le gouvernement, c'est un peu ça, mais c'est surtout des manifestations pour dire on en a marre, on veut pouvoir manger, on veut pouvoir élever nos enfants, les amener à l'école, on veut pas que ce soit dangereux et on veut être en sécurité en fait, on veut pas vivre sous la menace de potentiellement plus avoir de loyer demain, juste à cause de l'inflation, ou alors on veut pas une famine à cause de l'augmentation du prix de la nourriture. C'est des manifestations pour un truc aussi bête qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que enfin, c'est clairement un problème du coup du gouvernement de l'Iran, parce que je vous rappelle que on est d'accord sur le fait que si les États-Unis n'avaient pas quitté cet accord nucléaire de 2015, l'Iran pardon, serait dans une bien meilleure position et les gens chercheraient pas forcément à renverser le gouvernement parce qu'ils vivraient toujours une vie confortable. Pas confortable pour tous, je suis bien d'accord avec ça. Par exemple, pour les femmes, ce serait pas très confortable. Mais bon, après, quand on voit l'Afghanistan, c'est sûr qu'on se dit, il y a toujours pire. Euh, mais ouais, du coup, l'Iran s'est un peu auto-infligé ça, pas vraiment les Iraniens eux-mêmes, je dirais plutôt le gouvernement de l'Iran, le Shah actuel d'Iran. Est-ce que c'est toujours un Shah en Iran ou est-ce que c'est un roi? Je sais pas trop ce que c'est le titre du chef d'État iranien. Mais tout ce qui est sûr, c'est que lui et son gouvernement et son parti politique et tous ceux qui sont dans le bureau présidentiel ont fait une erreur, enfin, ont fait plusieurs erreurs énormes qui ont mené du coup à la destruction de leurs liens avec les États-Unis. Ben, je pense notamment que la guerre contre l'Irak, c'était un des plus gros facteurs au final, c'était une des pires décisions qu'a prise le gouvernement iranien. Et malheureusement, ça mène au fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir soit du coup de faim, soit parce qu'ils vivent dehors, soit parce que soit parce que du coup ils se font assassiner par la police, voire ou alors du coup à l'inverse évidemment par des manifestants moins paisibles que la plupart. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Et je dirais que c'est assez facile de prendre parti là-dedans. Enfin, au final, la plupart des gens sur Terre sont pour ces manifestations. Et je suis plutôt d'accord dans le sens où, oui, il faut que l'Iran change de régime. euh, mais il faut aussi que, certes, un changement de régime, c'est bien. Mais il faut aussi que, du coup, s'il y a bel et bien un nouveau gouvernement qui arrive d'ici peu, il faut qu'ils sachent remettre le pays en place. Il faut qu'ils sachent déjà unifier le peuple pour qu'il n'y ait pas d'énormes inégalités entre les gens. On parle quand même d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. Je pense que c'est assez important de le rappeler. Ils sont à 130 millions d'habitants, je crois. Donc pour unifier un pays comme ça, c'est sûr que c'est chaud, mais c'est possible. J'ai envie de dire que quels exemples on peut avoir.
On a pas vraiment énormément d'exemples, mais un pays qui est en ce moment plus relativement stable, je dirais, c'est pas le meilleur exemple sur Terre, mais c'est quand même le Brésil. Je dirais que le gouvernement arrive quand même à gérer une population de plus de 200 millions d'habitants, de 230 millions d'habitants, je crois, euh, relativement bien. Enfin, il y a pas de groupes qui veulent l'indépendance d'un État, par exemple. Il y a pas, il y a, on n'a jamais vraiment entendu parler d'attaques terroristes ou d'énormes manifestations au Brésil. Il y a eu certes la COP30 avec les peuples, enfin les tribus natifs de l'Amazonie qui sont venus marcher, mais c'était très paisible. Enfin, il n'y avait jamais vraiment d'affrontements ultra violents au Brésil. En tout cas, pas avec des dimensions énormes. Et là, on parle d'un pays qui a quasiment deux fois plus de personnes que l'Iran. Donc l'Iran ne devrait pas être si dur à gérer que ça. Je veux bien que c'est un pays du Moyen-Orient et que le Moyen-Orient, c'est ça évidemment, c'est un endroit d'attention. Notamment du coup avec la guerre israélo-palestinienne enfin la guerre à Gaza plutôt, qui est en train de créer des camps au Moyen-Orient. Et ça renforce aussi l'esprit anti-saoudien qu'on peut énormément ressentir en Iran. De base, c'est une guerre de religion, donc les chiites contre les sunnites. Je crois que les chiites, c'est en Iran, et les sunnites en Arabie Saoudite. Euh, mais alors, qu'est-ce que c'est du coup les chiites et les sunnites? Il me semble que les chiites, ils disent que le prophète, je sais pas comment on dit, le prophète peut-être. Ça doit forcément être un descendant de Mahomet. De Mahomet, c'est lui qui a créé la religion islamique. Et les sunnites disent que ça peut être n'importe qui, juste le meilleur d'entre eux. On va pas prendre parti là-dedans parce que finalement ça sert un peu à rien. Enfin, les deux cas ont leur raison et ben, faut respecter les deux. Enfin, faut respecter chiites et sunnites, ce que eux ne savent pas faire entre eux. Voilà. Après, il y a aussi les suffites, mais bon, ça c'est un peu compliqué. J'ai déjà fait une vidéo sur les suffites d'ailleurs, sur l'ordre Bektashi. Allez la regarder, elle va s'afficher juste ici. Là, voilà. Hop. Et voilà, du coup, ces manifestations, cette révolution, je sais même plus trop comment on doit appeler ça. Elle est 100% justifiée, mais il faut juste pas qu'ils tombent dans le piège de chouette, on a renversé le régime, mais au final, maintenant, l'autre régime, c'est eux qui font une révolution et c'est infini. C'est un peu ce qui s'est passé en Syrie. Quand le gouvernement est renversé, tout le monde se dit ah, trop cool, la Syrie est libre. Sauf que non, parce que du coup, l'autre camp, en fait, s'il y a une raison pourquoi la guerre a duré aussi longtemps, c'est parce que l'autre camp, qui était au gouvernement, se battait aussi contre les rebelles. Et maintenant que s'il y a une inversion de rôle, du coup, le gouvernement devient les rebelles et les rebelles deviennent le gouvernement, mais c'est pas pour autant que du coup les nouveaux rebelles, ben, ils vont dire ah bon ben on abandonne, vous avez gagné, bien joué. Non, ils veulent revenir au gouvernement, ils veulent rester le moins longtemps dans ce rôle de rebelle. Personne ne veut être dans le rôle de rebelle dans la guerre en Syrie. Tout le monde veut être dans le rôle du gouvernement, de celui qui dirige le pays. Et c'est un peu ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire que il y aura forcément une partie de la population du coup pro Iran pré 1979 qui voudra être le gouvernement et le gouvernement actuel qui veut rester à sa position et forcément c'est pour ça que quelque chose qui va durer très longtemps et que Donald Trump peut bien dire que oui il va arrêter les manifestations tout ça qui va kidnapper je sais pas qui le roi d'Iran ou je sais pas quoi de mon cul là, c'est bien beau tout ça mais le truc c'est que ça va quand même être une révolution qui va rester parce que encore une fois 130 millions de personnes, on ne peut pas arrêter tous les 40 millions de personnes qui sont pro-gouvernement ou à l'inverse, on ne peut pas arrêter tous les 70 millions de personnes qui sont pour cette révolution. C'est juste impossible. Au final, il y aura toujours cette guerre, même si c'est 1000 personnes contre une seule personne, il y aura quand même toujours ça, avec une population de 130 millions d'habitants, je rappelle. Donc voilà, si l'Iran c'était un pays aussi grand que le Monténégro, je veux bien que ce soit facile à gérer. Tu kidnappes le président, tu tues quelques personnes par-ci par-là, ça calme vite les gens et il y a un nouveau gouvernement et c'est bien. En Iran, on peut pas faire ça. C'est trop grand, l'ampleur est trop grande et Donald Trump n'arrive même pas à unifier son propre pays, donc essayer d'unifier un autre pays au Moyen-Orient, notamment en plus l'Iran, qui est connu pour ne pas avoir des ultra bonnes relations avec les États-Unis. Encore une fois, l'accord nucléaire de 2015, voilà, c'est probablement une des pires idées de l'histoire. Tout le monde dit qu'il faudrait que les États-Unis interviennent. C'est beau de dire ça, mais ça changera rien et ça fera qu'empirer les choses parce que, à la limite, le mieux que ça pourrait faire, c'est transformer cette petite manifestation, enfin petite manifestation contenue à l'intérieur d'un pays en une guerre presque mondiale au final, en une troisième guerre mondiale. Je pense que clairement, il y a plusieurs moyens de commencer une troisième guerre mondiale en ce moment, on va pas se mentir, mais je pense qu'un des gros moyens, un des très très gros moyens, ce serait vraiment que les États-Unis décident d'intervenir en Iran parce que
ça va faire beaucoup de mal. Ça va probablement lancer Israël, ça va probablement lancer l'Arabie Saoudite, ça va lancer les alliés de l'Iran, puis ça va lancer la Russie, puis ça va lancer la Chine, puis ça va lancer tout le monde. Ça va lancer l'Europe, ça va lancer l'Inde, ça va lancer l'Afrique, tout le monde. Tout le monde va être inclus si les États-Unis prennent leur part dans ce conflit iranien. Du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument pour une fois, qu'ils gardent leur petite main à eux-mêmes. Sinon, ça va juste empirer les choses. Et déjà que la situation est assez critique en Iran, on veut pas en plus que d'autres pays s'en mêlent et que ça devienne un conflit mondial. Personne ne veut ça, je pense. Et surtout pas moi. Donc voilà. On espère que ça va en rester là pour cette manifestation en Iran. Enfin, non. On espère que ça va en rester là. En tout cas, que ça va rester en Iran. Voilà, on espère que ça va rester en Iran, que les États-Unis vont faire non mais ça va, que les pays voisins, Arabie Saoudite, Israël, Pakistan, tout cela, la Turquie et tout, la Russie, ils vont dire c'est pas grave, on vous laisse faire vos bails. Qu'il n'y a pas des groupes terroristes comme Al-Qaïda par exemple qui vont intervenir pour créer un troisième parti, ce qui serait clairement encore pire. Là, on partirait clairement dans une guerre civile s'il y a un groupe terroriste qui intervient, que ce soit, je sais pas, le Hamas ou un truc comme ça. Non, pas le Hamas du coup, mais le Hezbollah peut-être. Je sais pas ils sont trop dans ça. Je sais pas si ça les intéresse. Mais je vois bien Al-Qaïda faire des trucs comme ça, ouais. Ouais, ça me choquerait pas ça. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai beaucoup parlé des manifestations du coup en Iran. Évidemment, c'est d'actualité, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cet épisode de Rise and Fall. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y aurait peut-être que 2 épisodes de Rise and Fall parce que j'avais pas l'inspi. Mais en vrai, en cherchant bien, on trouve des trucs quand même. Je pense que j'ai de quoi faire. Là, si vous me dites, vas-y, fais autant d'épisodes de Rise and Fall que tu peux, je pense que je peux vous en faire 5 autres, peut-être, je sais pas, environ 5 autres. Euh, je pense, ouais, ça peut être un truc dans ces eaux-là. Mais ouais, après, ce sera peut-être à bout. Peut-être qu'il y aura que genre 7 8 épisodes et puis ce sera bien. Mais bon, ce sera déjà une série plus longue que Survie Solo, par exemple, tout début de ma chaîne, donc on se plaint pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez si vous aimez le concept de Rise and Fall en tout cas parce que c'est vrai que c'est un concept qui m'est venu un jour comme ça, je me suis dit tiens ce serait trop cool. En plus j'ai un exemple au Royaume-Uni mais après j'ai stagné pendant 3 mois parce que j'avais pas d'autres exemples. Mais maintenant que j'en ai trouvé en cherchant un petit peu sur ma carte comme ça, euh, ben c'est sûr que là ça donne plus d'inspiration et ça donne plus envie aussi de faire des Rise and Fall, surtout que en fait c'est plus simple à écrire que je pensais. Vraiment, tu vas littéralement sur la page Wikipédia du pays aussi. Enfin c'est tout carrément. Donc c'est assez simple de faire des épisodes de Rise and Fall, je vous assure. Du coup, moi ça m'embête vraiment pas. Après c'est un peu long à faire, je dois dire, c'est un peu long à écrire, c'est un peu long. Enfin, c'est long d'écrire le script, c'est pas dur, mais c'est long. Et c'est long aussi de faire la vidéo, de faire le montage, de faire tout ce qui va avec. C'est en tout cas plus fatigant qu'un épisode de Pays sur 10 par exemple, qui est ultra simple, où j'ai vraiment besoin de rien faire au final. Mais voilà. Et du coup, je vous dis pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour le Pays sur 10 mystère, le 29e épisode. Et peut-être qu'il y aura même un 30e épisode qui va venir avec. Peut-être qu'il y aura 2 épisodes qui vont s'enchaîner comme ça. Je ne sais pas encore, on verra bien. Je vous dirai tout ça. Vous verrez des photos sur ma chaîne du coup dans l'onglet communauté. Je vous partagerai, je pense, une dizaine de photos tous les jours. Environ 10 parce que de toute façon le maximum c'est 10 mais minimum 5 clairement. Minimum au moins 5 photos par jour, je vous promets. Parce que peut-être qu'il y aura des jours où on va faire moins de trucs. Mais voilà. À bientôt, à dans 2 semaines à peu près. Et surtout, passez une bonne fin de journée, après-midi, je sais pas trop. Bye les papayes.